Bienvenue aux causeries près du feu de CH Networks. Alors, nous sommes le 25 septembre 2012 et notre sujet aujourd'hui, c'est les règlements d'urbanisme, une voie possible pour améliorer l'offre alimentaire autour des écoles. Conférencière aujourd'hui, c'est Suzy Pellerin. Elle est la directrice pour la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Et notre conférencier aujourd'hui, c'est Marc-André Le Chasseur. Il est un avocat spécialiste en droit municipal. Je vais vous présenter Suzy Pellerin. Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, je suis directrice de la Coalition Poids depuis 2008 et je serai accompagnée aujourd'hui de Marc-André Le Chasseur qui pratique le droit municipal et également le droit immobilier. Il faut se rappeler qu'à l'époque, quand la coalition a démarré le projet visant à voir s'il était possible de limiter la restauration rapide autour des écoles grâce au zonage, c'était un projet qui était fortement contesté, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Alors, c'était important pour, d'abord, le projet qui était supporté par Québec en forme, rappelons-nous, aussi pour la crédibilité de la coalition de s'entourer des meilleurs. Alors, après avoir fait un tour de piste dans les grands bureaux d'avocats de Montréal, on nous a tous référés à Maître Marc-André Le Chasseur, qui est donc spécialisé en droit, qui enseigne également à McGill et qui avait publié différents ouvrages sur le droit de l'urbanisme. Alors, je suis très heureuse qu'il ait accepté de se joindre à nous dans ce projet-là et il sera en mesure de vous présenter de manière de vulgariser finalement un contenu qui peut être complexe, soit l'urbanisme et le droit. Merci, Suzy. Bonjour à tous. Alors, peut-être rapidement, la coalition, on tournerait la slide, s'il te plaît. Donc, la coalition a été créée en 2006. Elle est parrainée depuis 2008 par l'Association pour la santé publique du Québec. On a aujourd'hui plus de 220 partenaires qui nous supportent, soit des municipalités, des intervenants en santé. Certains d'entre vous, vous êtes partenaires de la coalition, mais aussi des gens en environnement, des commissions scolaires, etc. On va changer de slide et ça nous permet finalement de revendiquer des politiques publiques qui sont favorables à la santé et plus particulièrement pour prévenir les problèmes de poids. Alors, j'irai à la slide numéro 10. Au départ, la coalition a lancé le projet dont on va vous parler aujourd'hui. Mais en cours de route, c'est l'Association pour la santé publique du Québec qui a repris le dossier et la coalition les a supportés finalement dans cette expérience-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Association pour la santé publique du Québec, bien, ça existe depuis 1943, ce qui est assez impressionnant. Et leur objectif, en fait, c'est d'informer, de mobiliser et d'influencer les professionnels de la santé, mais également les décideurs. Alors, on va changer de slide. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une recherche-action qui a été menée. Ça s'est fait, ça a commencé fin 2008, début 2009. Et l'objectif, c'était de voir est-ce qu'on peut réglementer pour améliorer l'offre alimentaire autour des écoles. Il faut se rappeler que ça se faisait suite à l'introduction du virage santé dans les écoles du Québec, donc qui avait débuté en 2007. Et à ce moment-là, déjà, on pouvait pressentir qu'il y aurait un impact des restaurants rapides là, qui étaient nombreux autour des écoles et qui pourraient finalement nuire, je dirais, aux efforts des écoles. Donc, cette recherche-action-là a été menée avec le réseau québécois Villes et villages en santé également. On va passer à la prochaine. Bon, vous le savez tous, hein, vous êtes tous impliqués dans la prévention de l'obésité. Alors, je vais sauter cette slide-là pour aller à quelques faits. Comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est certain que l'environnement autour des écoles contribue à la consommation de malbouffe, contribue à l'obésité. Aussi, il y a l'INSPQ qui avait fait une recension et finalement, on a constaté que 37% des écoles publiques sont situées à moins de 15 minutes de marche d'un restaurant rapide. Toutefois, ce qui a été considéré dans cette étude-là, c'est les grandes chaînes.
Alors, l'expérience pilote dans les 3 municipalités où on a agi nous a démontré que le problème était encore plus important parce que souvent, il y a un Joe patate et puis, tu sais, ça va bien au-delà là, du Subway ou d'autres. On va avancer, s'il te plaît, les slides. Alors, donc, c'est ça, c'est beaucoup plus important, là, même que ce qu'on peut présenter, ce qu'on peut penser là, des données de l'INSPQ. Alors, j'irai à la prochaine. Il y a un sondage qui a été mené, auprès des élèves dans les municipalités qui ont participé au projet pilote. Et bien sûr, pour plusieurs d'entre eux, il était clair là, que c'était facile de se rendre dans un restaurant rapide le midi en raison de sa proximité. Il y a aussi, il faut savoir qu'on a poussé l'analyse un peu plus loin en sondant les élèves dans les écoles situées dans les 3 localités où on a fait l'expérience pilote. À titre d'exemple, à Gatineau, 60% des jeunes nous indiquaient qu'ils consommaient leur dîner là, de temps en temps ou la plupart du temps dans un commerce de resto rapide parce que bon, c'était plus attrayant et plus attirant. On va aller à la prochaine slide. Et ça, c'est numéro 15. Exactement. Donc, bon, plusieurs d'entre vous, encore là, je ne prends rien en ce qui a trait à l'environnement favorable, comme quoi ça peut conditionner les comportements. Et bon, que tout le monde sait qu'il faut bien manger, mais encore faut-il que ça se fasse de manière simple et facile. Allons à la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, les restaurants rapides autour des écoles, bien, c'est un obstacle important aux politiques alimentaires, c'est ce qu'on soupçonnait. Et c'est ce qui a été confirmé aussi dans le bilan là, qui a été produit et publié là, au printemps dernier, bilan justement là, de la politique cadre dans les écoles du Québec, où on a effectivement constaté qu'il y avait eu des améliorations importantes, et ça, il faut le souligner, dans l'offre alimentaire à l'école. Par contre, dans la section commentaires, les répondants pouvaient indiquer c'est quoi les principaux obstacles au succès du virage santé. Et alors que ce n'était pas des choix de réponse, c'est vraiment spontané. La majorité ont indiqué d'une part le manque de ressources financières pour assurer le succès du virage santé, mais également la proximité des restaurants rapides et des dépanneurs qui font compétition à l'offre alimentaire améliorée. Alors, on va maintenant entrer à la prochaine slide, plus dans l'expérience qui a été menée dans les 3 villes, que je vais vous résumer sommairement, puis Marc-André va également témoigner là, plus au niveau juridique et urbanistique. Et à la fin, n'hésitez pas à me poser vos questions là, plus sur le cas particulier, le cas vécu. Alors, dans le fond, on a mené une étude et finalement, oui, il est possible de limiter l'implantation de nouveaux commerces de restauration rapide à proximité des écoles. Nouveau parce que les autres qui sont déjà en affaires bénéficient de droits acquis. Par contre, dans des secteurs qui sont en développement, ça peut être une avenue intéressante. Aussi, on l'a, au cours de l'expérience, on l'a raccroché au développement durable, parce qu'une dimension du développement durable, c'est l'impact sur la santé. Et aussi, on a fondé sur le principe de précaution là, pour lequel les municipalités ont un rôle de premier plan à jouer. Alors, allons voir les objectifs à la prochaine étape du projet. Donc, l'idée, c'était de valider la faisabilité juridique, urbanistique et politique de l'utilisation du zonage comme instrument de modification de l'environnement alimentaire autour des écoles secondaires. Donc, faisabilité juridique, je le mentionnais tout à l'heure, il y avait eu des avis juridiques qui disaient que les municipalités n'avaient pas de pouvoir en ce qui a trait au zonage parce qu'à l'époque, on avait compris que le zonage, c'était le zonage de l'assiette. Donc, je m'explique. Certaines municipalités ou certains avocats croyaient que notre proposition visait à réglementer, OK, en fonction du nombre de gras trans ou de sucre ou de sel, mettons, dans l'assiette, alors que c'est
un inspecteur municipal n'a pas la compétence, n'est pas nutritionniste et ne serait pas en mesure finalement de réglementer cet aspect-là. Et donc, c'était davantage au niveau de préciser les compétences des municipalités et d'un point de vue urbanistique, c'est quoi les outils urbanistiques qui nous permettent finalement d'agir sur l'environnement alimentaire autour des écoles. Ensuite, bon, bien que la faisabilité juridique et urbanistique soit démontrée, il fallait encore avoir une volonté politique pour le faire. Et donc, l'expérience dans les 3 villes nous a permis d'identifier des conditions qui sont plus favorables finalement à l'adoption d'une politique en ce sens-là. Donc, ça fait bien sûr partie des conditions de succès, mais il y en a plusieurs autres, puis je vais vous les présenter un peu plus tard. Aussi, c'est certain que pour qu'une politique soit adoptée, il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale, une volonté de la population en faveur de cette mesure-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle, tout au long de l'expérience, on a sondé l'opinion des jeunes qui sont touchés par la mesure, la population en général, mais également l'opinion des élus là, qui a été tenue en compte. Et tout le projet a été accompagné d'une évaluation. On va aller à la prochaine acétate. Donc, vous présentez les 3 municipalités qui ont participé au projet. Il faut savoir qu'au départ, on avait lancé un appel de proposition en collaboration avec le Réseau québécois Villes et villages en santé. On s'était doté aussi d'une grille d'évaluation pour avoir vraiment 3 municipalités avec des profils différents. Mais aussi dans le choix de nos municipalités participantes, on a considéré la concertation locale, également l'appui des élus, parce qu'on ne voulait pas débuter le projet avec une municipalité qui n'aurait pas l'aval du conseil municipal ou d'un élu pour avancer. Ensuite, le deuxième élément, le deuxième critère qu'on a considéré, c'est l'indice de défavorisation. Bon, parce qu'il y avait des données aussi qui démontraient qu'il y avait plus de fast-food dans les quartiers défavorisés. C'est Yann Kesten qui avait produit d'ailleurs un papier là-dessus. On a également pris en considération le fait que ces municipalités-là s'étaient dotées de politiques familiales. Parce que cette politique-là ou ce règlement-là éventuel de zonage autour des écoles s'inscrit bien dans une politique familiale et peut être présenté là, à l'intérieur de celle-ci. Bon, bien sûr, il fallait que la municipalité soit membre de la coalition Poids ou encore du Réseau québécois Villes et villages en santé. Et le 5e critère d'évaluation, c'était que ce soit un secteur qui est en développement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, si un restaurant est établi autour d'une école, bien, il bénéficie de droits acquis et donc l'intervention est nulle. Par contre, dans un secteur en développement, il est possible d'agir et à ce moment-là, de favoriser une offre alimentaire plus saine. Donc, 3 municipalités différentes, Baie-Saint-Paul, la magnifique ville rurale, qui avait déjà adopté un règlement pour limiter l'offre de malbouffe autour des écoles et qui voulait finalement profiter aussi de l'expertise amenée par le comité d'experts et le comité scientifique. Ensuite, et qui avait un secteur, c'est ça, qui était en développement à proximité de l'école secondaire. Gatineau, le projet était porté par la CRE et par la DSP. Et finalement, bon, un secteur aussi qui revoyait là, tout son schéma d'aménagement. La Valtrie, qui est une ville de la 2e couronne de Montréal, donc ville de banlieue, avec aussi des défis drôlement intéressants, puis une problématique où les parents de la Valtrie quittent très tôt le matin et reviennent pas avant 6 heures et l'école secondaire se termine à 2h30 en raison du transport scolaire. Donc, eux vivaient un phénomène que l'après-midi, les jeunes étaient nombreux dans les restaurants de fast-food autour des écoles et bon, ils espéraient changer la donne étant donné que c'est une municipalité qui est en développement. On va aller à la prochaine slide. Donc,
là, c'est certain qu'aujourd'hui, je vous présente brièvement le projet. Par contre, il y a eu énormément de connaissances développées tout au long de l'expérience et ça va nous faire plaisir là, de vous en faire profiter. Au niveau des connaissances qui ont été générées dans le cadre des projets, on a fait une cartographie détaillée, propre à chacune des municipalités, mais également à chacune des écoles, ce qui nous a permis d'avoir une bonne idée, là, un portrait très, très précis du phénomène. Puis c'est là aussi qu'on s'est rendu compte que le rapport, l'avis de l'INSPQ et la réalité qu'on a observée étaient bien différentes parce que, bon, il y avait énormément c'était pas des chaînes, là, c'était des petits casse-croûtes qui pullulaient là, finalement autour des écoles. Également, bon, un avis juridique, des avis juridiques, je dirais plutôt, qui ont été produits là, par Marc-André, également un autre avocat, et qui a pu éclairer là, la réflexion des élus qui ont été concernés, mais également une recension des écrits, des expériences internationales, des pouvoirs municipaux. Et aussi, il y a eu une présentation aux différents conseils municipaux, mais puis ces présentations-là ont été élaborées en collaboration avec les comités locaux qui ont été créés. Dans chacune des municipalités, on avait créé un comité où siégeait le monde des affaires, le monde de l'éducation, Québec en forme, les représentants municipaux, les DSP, et j'en oublie sans doute. Et ensemble, ils ont élaboré des options urbanistiques avec les avantages, les inconvénients qui étaient propres à chacune des réalités locales et qui ont ensuite été présentés aux conseils municipaux. Alors, tout ça est disponible si jamais vous voulez vous en inspirer. Et ils ont travaillé extrêmement fort aussi pour élaborer un lexique pour améliorer les règlements d'urbanisme de chacune des municipalités. Je vous explique un lexique, en fait, c'est que, puis bon, Marc-André, tu élaboreras sur la question, mais je vais faire le règlement d'urbanisme 101. Donc, on a une feuille quadrillée et dans chacun des petits carreaux, on indique c'est quoi l'usage, ou en tout cas, est-ce que c'est résidentiel ou commercial. Actuellement, c'était ça dans les villes étudiées. Ils ont poussé plus loin la définition et donc en sont venus à définir de manière plus précise, par exemple, un restaurant rapide. Je fais juste Marc-André, je te laisse le soin d'expliquer le reste. C'est parfait. Et ensuite, un rapport d'évaluation a été produit et est disponible, ainsi que le guide là, que vous pourrez trouver sur le web, et je crois qu'il est même en lien sur le site de CHNet. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Marc-André qui pourra préciser le lexique, mais également faire un tour de piste de ce qu'il a observé à l'international et localement dans les 3 municipalités étudiées. Alors, Dot, on va passer à la prochaine acétate. Merci, Suzy. Alors, bonjour à tous. En premier lieu, lorsqu'on a commencé à faire le travail d'analyse juridique, qui est une des composantes, je dirais, du portrait global là, que la coalition poursuit, on s'est attardé, ni plus ni moins, à essayer de dresser un portrait de ce qui se fait à l'extérieur du Québec. En fait, il se fait rien au Québec pour commencer, alors c'est assez simple de faire de la recherche. On est allé voir à l'extérieur, savoir si aux États-Unis et si en Europe, il y avait des réglementations qui avaient été mises en place ou des politiques pour contrer justement l'offre en malbouffe ou pour réglementer en fait ce domaine-là particulièrement. On s'est aperçu rapidement qu'aux États-Unis, la problématique était posée il y a déjà fort longtemps de ça, et que le Commonwealth du Massachusetts avait adopté en 81 une réglementation qui visait essentiellement à bannir l'offre en malbouffe sur le territoire de la ville de Concorde. Alors, c'était le premier exemple américain qui s'appliquait. Et depuis ce temps-là, il y a des dizaines d'exemples de cette nature-là qui sont beaucoup plus sophistiqués que le premier règlement de Concorde, qui ont été mis en place. Beaucoup en Californie, il y en a au Minnesota qui est extrêmement précis, qui est beaucoup plus récent. Et on voit finalement que l'expérience américaine en matière de réglementation de l'offre en malbouffe
que ce soit autour des écoles ou que ce soit sur des voies commerciales, la discrimination elle est moins évidente aux États-Unis. On a tendance à avoir une prohibition, une réglementation qui est à la largeur ou qui couvre le territoire complet de la municipalité et non pas uniquement des poches sur le territoire. Alors, l'expérience américaine nous montrait qu'il y avait effectivement beaucoup de raffinements dans les dernières années qui avaient été mis dans la rédaction de la réglementation de zonage local pour contrer, si on veut, le développement de l'offre alimentaire en malbouffe. Également, lorsqu'on a traversé l'Atlantique, je reviendrai un peu sur l'exemple américain, mais lorsqu'on a traversé l'Atlantique, on s'est aperçu, notamment qu'en Angleterre, plus particulièrement dans le Royaume-Uni au complet, là, il y avait également eu une prise de conscience du fait qu'entre les années 80, 84 et 93, 94, cette frange de 10 années-là, l'offre alimentaire en malbouffe avait doublé et l'Angleterre, le Royaume-Uni, affichait le plus haut taux d'obésité en Europe, la partie ouest de l'Europe, du fait finalement de cet accroissement-là de l'offre alimentaire en malbouffe. Alors, les Anglais sont également débrouillés, comme on dit, pour mettre en place certains systèmes pour limiter cette prolifération-là et gérer le problème d'obésité. Différentes mesures qui ont été mises en place à travers les États-Unis et l'Angleterre notamment, c'est d'essayer, non pas nécessairement, de réglementer le menu qui est offert à la population, mais de gérer l'implantation de l'édifice qui va, à travers la restauration, offrir un menu à la population. Donc, la raison à la base, parce que c'est plus simple, vous allez me dire, de réglementer l'offre alimentaire, les gras tranches et le menu comme tel, ça serait plus simple, effectivement, vu sous l'angle de la santé. Et probablement que le ministère de la Santé pourrait, à cet égard-là, intervenir directement. Si on se place au niveau local, municipal, c'est plus complexe parce que les municipalités n'ont que les pouvoirs qui leur sont délégués par le gouvernement provincial. Alors, dans ces pouvoirs délégués-là, on a le pouvoir de réglementer l'utilisation du sol comme tel, qui est un pouvoir qui découle directement des pouvoirs conférés aux provinces en vertu de la Constitution. Donc, la santé, réglementer la santé n'est pas à la base la justification pour réglementer l'utilisation du sol. Je ne vais pas faire dans le trop compliqué, mais aux États-Unis, leur base pour réglementer l'utilisation du sol découle de deux bases, c'est-à-dire, un, s'assurer que les usages sont bien installés au sol, qu'il y a une complémentarité, et le second volet, c'est un volet de bien-être public, ou de public welfare, comme ils appellent, qui relève d'un pouvoir de police. Alors, donc le zonage a deux têtes, si on veut, aux États-Unis, et la tête la plus importante, c'est d'assurer qu'il y a une cohabitation des usages afin d'assurer la santé publique, d'éviter par exemple les épidémies et d'assurer ni plus ni moins que la population est en sécurité à l'intérieur de la planification urbaine. Alors, au Québec et au Canada en général, la base n'est pas celle-là. La base, c'est de s'assurer que l'utilisation du sol, elle est que le droit de propriété, si on veut, dans l'utilisation du sol est géré, mais la gestion du droit de propriété n'a en théorie rien à voir avec la gestion de la santé et de la sécurité publique au sens large, je dirais. Donc, adopter un règlement de zonage sur la base que le menu offert contient de la malbouffe était, en ce qui nous concerne, une problématique fondamentale et il fallait se diriger ailleurs à ce moment-là. Alors, les exemples américains nous ont montré différentes choses. Je passerai à la prochaine slide dans quelques instants. En fait, passons tout de suite à la slide page 22, voilà. Nous ont montré quelque choses au pluriel. La première était qu'il n'y a aucune réglementation américaine qui vise spécifiquement à réglementer le zonage sur la base il y avait les health concerns, sur la base de la promotion de la santé, je dirais. Toutes les réglementations de zonage américaines sont orientées vers la promotion d'un mariage heureux des usages sur le territoire, donc une complémentarité d'usage et de s'assurer, dans un certain sens, que les gens peuvent, par exemple, marcher pour aller au restaurant, ne pas avoir à utiliser leur véhicule,
limiter la circulation dans certains pôles de la municipalité. Alors, c'est des objectifs de planification urbaine pure et dure, je vous dirais. Il y a 3 types particulièrement qui ont été retenus. On liste des exemples à Détroit, au Minnesota, par exemple. Et dans ces exemples-là, ce qu'on peut relever, ce qu'on peut noter, c'est que dans tous les cas où on a défini dans le lexique au règlement de zonage le type de restaurant comme étant un restaurant de fast-food ou de drive-in, dans tous les cas, on n'a pas parlé du menu. Ce qu'on a parlé c'était comment est servie la nourriture et est-ce qu'elle est servie dans l'édifice pour consommation immédiate ou elle est servie pour consommation à l'extérieur, par exemple, et est-ce qu'il y a un service à l'auto qui est offert via l'extérieur du restaurant. Ça, c'est des composantes qui définissent assez bien le fast-food restaurant ou le type de restaurant formule qu'on appelle en Californie. Et en réglementant ces aspects-là, on était en mesure de dire que ce genre de restaurant-là ne sera permis que dans certains districts de la municipalité. Ce sera permis de plein droit, donc les gens qui viendront pourront dans certaines zones, et ça c'est le découpage auquel Suzy faisait référence, pourront dans certaines zones de la municipalité avoir ce restaurant-là. Et on pourra également, de manière alternative, prévoir que ces restaurants-là seront sujets à l'obtention préalable d'un permis conditionnel particulier. Ce sera laissé au conseil municipal ou au comité en charge de l'urbanisme de la municipalité de déterminer si l'implantation d'un restaurant de cette nature-là dans une zone donnée correspond aux objectifs qui sont prévus au règlement, notamment en matière de circulation. Donc, on voit que ces municipalités-là, aux États-Unis, ont opté pour le permis spécial pour pouvoir, au cas par cas, juger de la demande en matière d'implantation d'un restaurant qu'ils définissaient comme un restaurant fast-food ou drive-in, non pas basé sur le menu, comme j'ai dit, mais plutôt sur les caractéristiques physiques du restaurant. Ils ont opté également pour un second mode, qui est le mode plus facile à gérer, je dirais, et qui est le mode qui a été adopté en 81 par Concorde, qui est le mode prohibitif, disant simplement que dans des périmètres, dans des secteurs de la municipalité donnée, qui sont des zones en fait, on prohibait complètement ce genre de type de restaurant-là. Alors, on pourrait penser, par exemple, qu'autour des écoles, autour des hôpitaux, par exemple, ce type de restaurant-là était prohibé complètement dans les zones données, ce qui revient à l'essence même du zonage, pouvoir décider par zone ce qu'on veut y prévoir et ce qu'on veut y prohiber. Alors, c'est incontestable que les villes ont le pouvoir de prohiber dans certaines zones l'offre ou la présence de restaurants, et ils peuvent discriminer entre les différents types de restaurants qui peuvent s'y implanter en fonction notamment des composantes physiques du restaurant, dont la superficie, par exemple, et dont la présence d'un drive-thru, comme on dit, ou son absence. Le troisième mode qu'on pouvait voir, c'était le mode du contingentement, ou les quotas, comme on dit, à l'intérieur d'une même zone, à savoir est-ce qu'il peut y avoir des distances entre des types de restaurants similaires, ou est-ce qu'il peut y avoir un nombre maximum de restaurants de type restaurant formule ou restaurant drive-in permis à l'intérieur de certaines zones de la municipalité. Donc, essentiellement, c'était les 3 pôles qui sont en application aux États-Unis très largement. Aucun de ces pôles-là ne parle de santé au sens clair, au sens pur. On parle toujours d'aménagement du territoire, ce qui revient toujours à la gestion de la propriété foncière et non pas à la gestion des artères des gens. Donc, on évite toujours de parler des menus pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas certain que la gestion du menu apparaît comme une composante de l'urbanisme en 2012. Si vous pouvez passer à la prochaine slide, on verra quelles sont nos bases juridiques pour penser que le menu peut peut-être faire partie maintenant de notre environnement canadien au sens large. Environnement, on parle des arbres, on parle évidemment de la forêt, mais on parle aussi des gens qui vivent dans la société, que c'est nous, et que la santé pourrait être une composante finalement, et la sécurité des gens, une composante de l'environnement au sens large. Donc, on a appliqué un certain syllogisme en reprenant les exemples américains et les exemples européens, en tenant compte que la base de leur pouvoir de réglementation de l'urbanisme n'est pas nécessairement la même qu'au Canada, où on a choisi de ne pas enchasser dans la Constitution le pouvoir provincial de
gérer la santé sur la base du zonage. On a choisi de ne pas le faire. Et on a choisi également de s'assurer que les municipalités ne pouvaient pas adopté un type de réglementation de zonage qui irait à l'encontre du droit de faire commerce. Donc, les municipalités ne peuvent pas participer au commerce et ne peuvent pas, de manière discriminatoire, viser des commerces en particulier, de telle sorte à s'immiscer dans l'offre de différents types d'industries. On peut le faire par des voies que je vous dirais plus immédiates, sinon détournées, qui sont les voies qu'on utilise actuellement, qui sont une discrimination organisée des types d'usage, mais sans spécifiquement viser clairement à limiter un type d'usage pour des raisons qui ne relèvent pas de la gestion du territoire. Alors, j'explique tout ça. L'article 113 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est la disposition générale dans la loi sur l'aménagement qui permet aux municipalités de régir le zonage sur leur territoire. Donc, l'article 113 est très détaillé et nous dit essentiellement qu'on divise un territoire municipal en zones. Il y a des zones résidentielles, des zones commerciales, institutionnelles, industrielles, par exemple. Et ces zones-là sont identifiées sur un plan de zonage qui est joint au règlement de zonage. Donc, lorsque vous manipulez cet outil-là, vous allez voir qu'il y a 200 pages de texte à peu près, et qu'il y aura une belle grande carte annexée au règlement de zonage qui divise le territoire de la municipalité en petits carrés ou en petites grilles, dans le fond. Et dans chacune de ces grilles-là a un usage qui est dominant. Donc, la grille portera un nom, la zone portera un nom, pardon, qui sera la zone R ou la zone C ou la zone I, et le R représentera l'usage dominant qui est résidentiel, le C est commercial, etc. Donc, dans chacune de ces zones-là, l'urbanisme de la municipalité aura pris soin d'identifier ce qu'il considère être un aménagement sain des usages pour éviter justement d'avoir des problématiques de nuisance et des problématiques d'épidémie, ce qui n'est plus le cas actuellement, mais c'était le cas évidemment en 1890 et début 1900, où on vivait des épidémies du simple fait qu'il y avait des restaurants ou des maisons qui jouxtaient des industries qui étaient très polluantes et le monde mourait en bas âge. Et on n'est pas sans savoir qu'au début du siècle, les enfants, il y avait une large proportion de mortalité infantile qui était due aux épidémies notamment. Alors, le premier objectif qui a été mis en place au début du siècle par l'inventation du zonage, c'était de s'assurer que la santé publique était protégée par un aménagement adéquat des usages du territoire. Ça a été validé, cette façon de faire-là, en 1926 par la Cour suprême des États-Unis, et ils ont interprété à l'époque la notion de santé publique comme incluant le fait de gérer le territoire était une bonne façon de s'assurer que, incidemment, la santé publique était protégée. Donc, le volet santé est intrinsèquement lié à la planification du territoire, mais n'en constitue pas la composante première. La première composante, c'est de s'assurer d'avoir une gestion adéquate du droit de propriété sur le territoire, et la question de la santé est une prémisse qui circule, je dirais, dans les coulisses de l'urbanisme. Alors, l'article 113 nous dit, si on veut parler de santé et de sécurité publique, urbaniste, aménager le territoire de telle sorte que les usages s'insèrent les uns par rapport aux autres de manière harmonieuse. Donc, le résidentiel va juxter le commercial léger, puis le commercial léger pourra juxter le commercial lourd, puis le commercial lourd pourra juxter l'industriel léger, puis l'industriel léger pourra juxter l'industriel lourd. Donc, on voit évidemment qu'il y a une gradation, et autant que possible, près des écoles, on va tenter de ne pas mettre de centrales nucléaires, ni de mettre, vous savez, des industries de nature lourde ou légère, ou des commerces lourds, où il y a une grande circulation, par exemple. Alors, tout ça doit s'insérer dans une planification harmonieuse. Donc, 113 nous dit comment faire, et 113 nous permet, dans nos zones, de permettre ou de prohiber certains types de commerces, par exemple. Donc, on peut penser que dans une zone institutionnelle, où il y a un hôpital, où il y a une école, par exemple, on pourra prévoir dans cette zone-là uniquement l'institutionnel, parce que c'est propriété de l'État, et on pourra prévoir dans les zones qui se situent autour de la zone institutionnelle des usages de type résidentiel, unifamilial ou multifamilial, et des usages de type commercial très légers, comme un dépanneur, par exemple, ou un salon de coiffure, et des usages qui n'ont pas d'incidence ou d'impact important sur l'environnement immédiat en termes de circulation, notamment. On peut penser aussi que les usages de type restaurant pourront être prohibés complètement dans les zones qui se situent autour des établissements publics comme les écoles ou les hôpitaux, ce qui ne pose absolument aucun problème légal, parce que la prohibition de certains types d'usages à l'intérieur de zones est absolument permise,
sous réserve toutefois que la prohibition ne doit pas être totale à l'ensemble du territoire. Donc, quelque part sur le territoire, on devra s'assurer que les restaurants sont autorisés. Et idéalement, ce sera au centre-ville ou à distance des établissements scolaires ou hospitaliers. L'article 113 nous permet de faire ça. Donc, la question de savoir si on peut zoner le restaurant de type fast-food, la réponse est oui, non pas à travers ce qui sert dans l'assiette, mais simplement en disant que ce type de restaurant-là, et dans le lexique, on aura une définition des différents types de restaurants permis sur le territoire de la municipalité, et on dira que dans les zones R ou C, qui se situent autour des écoles, par exemple, ben, l'offre en restauration est prohibée, ou elle est permise, mais uniquement pour certains types de restaurants qui seront définis, qui sont des restaurants, par exemple, à plus grande surface, qui se situent dans des édifices à bureaux, par exemple, ou qui ne contiennent pas d'offres au comptoir ou de services à l'auto. L'article 85 de la loi sur les compétences municipales, je suis toujours à la page 23, est un article général qui nous permet, grosso modo, d'adopter des règlements résiduels pour le bien-être général de la population. Alors, ce serait à mon avis une erreur de penser que l'article 85 constitue un fondement strict au pouvoir des villes d'adopter des règlements de zonage basés strictement là-dessus. C'est 113 qui est le pouvoir habilitant, mais 85 nous donne une espèce de saveur résiduelle, je dirais, qui est en vigueur au Québec depuis des dizaines d'années. Cet article-là n'est pas nouveau. Il a toujours été utilisé pour gérer, en fait, certains types de nuisances. Plus ça va, et plus on donne une portée importante à l'article 85 en pensant que le bien-être général de la population passe par diverses initiatives qui relèvent notamment de la nuisance, mais du besoin également de protéger la santé des habitants. La santé des habitants est dorénavant, croyez-le ou non, un objectif légitime de réglementation. Donc, pensez qu'on pourrait cumuler 113 et 85 en disant, écoutez, s'il y a un doute à savoir est-ce qu'on peut réglementer les commerces de restauration, pensez que l'article 85 nous donne le droit, parce que c'est prouvé que l'obésité est directement liée à ce type d'offre alimentaire-là, de s'assurer, en tant que bon père de famille ou le conseil municipal a un devoir fiduciaire, de s'assurer que notre protection globale de l'environnement dans lequel vivent nos citoyens et que la santé publique font l'objet d'une promotion, autant par le biais de l'article 113 puis de l'aménagement des usages, que, incidemment, sous le couvert de l'article 85, qui ajoute une couche de légitimité à l'exercice de ce pouvoir-là. Depuis 2001, je suis à la slide, pour parler anglais, à la slide suivante, la page 24. Depuis 2001, on a une Cour suprême qui intervient de manière un peu plus immédiate, je dirais, en matière de santé publique. On connaît peut-être là l'affaire Spraytech de Hudson, où on réglementait l'utilisation de pesticides. La Cour suprême est venue dire à ce moment-là, et on a cité un petit passage de la décision, que c'est légitime pour un conseil municipal de considérer la santé publique, la santé et la protection du public comme un besoin légitime, que l'objectif d'améliorer la santé est un objectif légitime. Lorsqu'il parlait d'objectif légitime, il voyait ça à travers le spectre de la Constitution, qui nous permet d'avoir des mesures qui limitent, si on veut, la liberté de commerce, ou la liberté d'expression, ou la liberté de religion, ou limite, comme on dit, toujours sous le couvert de la poursuite d'un objectif légitime en fonction de l'article 1 de la Constitution, qui dit en fait qu'une mesure réglementaire ou législative qui limite les libertés peut être justifiée dans une société démocratique et libre en fonction de son objectif s'il est proportionnel à l'atteinte aux droits. Donc, est-ce qu'on peut maintenant interdire à McDonald's ou limiter l'offre de certains types de restaurants? Est-ce qu'on peut s'insérer indirectement dans le commerce pour des raisons de planification urbanistique, mais également pour des motifs de santé? Est-ce que ça constitue un objectif légitime face aux pouvoirs qui sont donnés aux municipalités par le biais de leur délégation gouvernementale de régir le zonage sur le territoire? On est porté à penser que depuis 2001, puisque l'environnement est une valeur nationale maintenant, c'était reconnu par la Cour suprême à plusieurs reprises, et puisque la santé des habitants semble être également un objectif légitime dans l'adoption de règlements qui sont des règlements de nuisance, si on veut. Le règlement de Hudson était un règlement sous 85 de la loi sur les compétences municipales, en fait son ancêtre dans la loi sur les cités et villes. Et la Cour a décidé que c'était un article, puis un règlement habilitant qui fonctionnait pour des motifs de santé
et ça visait finalement à régir l'utilisation du territoire. Donc, on peut penser que notre zonage de la restauration de type malbouffe serait un objectif légitime. Et si on se faisait plaider, par exemple, que c'était un détournement du pouvoir de zoner, mais on dirait que c'est un objectif qui est multiple, en fait. On vise la gestion du territoire, mais on vise également s'assurer que ça couvre l'aspect premier de l'urbanisme d'il y a 100 ans, c'est-à-dire s'assurer que la cohabitation n'est pas nocive pour les gens qui y vivent. Cet aspect-là a été poussé, je vous dirais, récemment à un extrême, dans un certain sens, qui nous est favorable, et je passerai à la diapo suivante, à la page 25. Vous allez voir que la Cour suprême des États-Unis, cette fois-ci, dans Kelo contre New London, a reconnu que la notion d'intérêt public pouvait être invoquée en matière d'aménagement du territoire. Et là, on parlait d'une cause d'expropriation. Alors, ça a trait à l'aménagement du territoire, mais sous un autre volet. C'est-à-dire que la municipalité avait exproprié plusieurs maisons qui n'étaient pas dans le meilleur des états, on en convient d'emblée, pour permettre l'implantation d'une grosse usine qui allait offrir beaucoup d'emplois aux citoyens qui étaient notamment ceux expropriés et ceux qui vivaient en périphérie de la zone d'expropriation. Évidemment, l'expropriation ne peut être faite autant aux États-Unis qu'au Canada, mais encore plus aux États-Unis, que dans l'objectif de poursuivre une visée municipale, donc une visée d'intérêt public. Et aux États-Unis, il y a une contrainte supplémentaire, c'est que la Constitution protège le droit de propriété et empêche les gens d'être privés de leur sacro-saint droit libéral d'être propriétaire d'une propriété. Quand je dis libéral, non pas au sens politique, mais au sens de la philosophie économique, je dirais. Alors, ce que les gens sont venus dire, c'est dire, on ne peut pas nous exproprier parce qu'on veut implanter une usine, on pourrait nous exproprier parce qu'on veut implanter un parc, parce que c'est une fin municipale, mais une usine, ce n'est pas une fin municipale, c'est une fin privée. Et la Cour suprême est venue dire, c'est peut-être une fin privée, mais dans le grand ordre des choses, d'avoir une usine sur un territoire municipal, ça participe du bien-être collectif parce que ça offre des emplois, ça paie des taxes et ça participe de la richesse foncière de tous. Donc tout le monde va en bénéficier, donc sacrifiez vos maisons au bénéfice de la collectivité. Donc là, on voit qu'on est dans un extrême et il faut également savoir que cette décision de la Cour suprême a été rendue à 4 contre 5, si ma mémoire est bonne, 4 juges pour et 4 juges contre et 5 juges pour l'expropriation. Et il disait que c'était une entorse à la Constitution, mais c'était une entorse acceptable dans les circonstances. Donc, incidemment, on voit que l'intérêt public, l'intérêt collectif, est poussé dans cette décision-là à un extrême certain. C'est-à-dire que la santé collective de tous, le bien-être collectif de tous, peut passer par l'expropriation des gens, la limitation de leur possibilité de jouir de leur propriété de manière extrême, ce qui peut s'appliquer de manière sur différentes tranches, comme on dit, soit d'être privé complètement du droit de jouir de la propriété, soit d'être privé du droit partiel d'établir un restaurant de fast-food à proximité d'une école. Et là, on voit bien que c'est un moindre mal, probablement, que d'être privé du droit d'installer un restaurant de type fast-food près d'une école, considérant que l'expropriation peut constituer un pouvoir ou une prohibition adéquate dans le contexte de la protection ou de la promotion de l'intérêt public. Ça nous apparaît bien peu de choses que de limiter l'offre alimentaire à proximité des écoles secondaires et primaires sous ce couvert-là. Donc, plus ça va, plus on tend à élargir, je dirais, les pouvoirs municipaux et à considérer que le conseil municipal a un pouvoir dans l'intérêt public qui est très large, qu'on doit respecter. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, au Québec, plus particulièrement, c'est applicable également à l'extérieur du Canada, mais je pense qu'il y a peu de gens à l'extérieur du Québec pour l'instant sur la ligne. Essentiellement, comment c'est fait? On a une procédure de top-down qu'on appelle, c'est-à-dire que le gouvernement nous établit des orientations gouvernementales en matière d'urbanisme, ils les ont également en matière de développement durable, de santé notamment, et il demande au MRC et aux municipalités par la suite d'adopter des normes sur le terrain qui seront opposables aux citoyens et qui respectent ces obligations gouvernementales-là. Donc, c'est l'État qui décide ni plus ni moins de ce qui est bon au niveau local en termes de normes urbanistiques et d'orientation globale. Par exemple, les périmètres d'urbanisation qu'on connaît depuis quelques années ont été intégrés dans tous les schémas d'aménagement québécois, ou à peu près,
pour s'assurer que le développement urbain, que l'étalement urbain, qui est maintenant une composante importante de la planification urbaine québécoise, était limité. Donc, on a forcé les MRC à prévoir pour chaque municipalité, ou à peu près toutes les municipalités, qui sont urbanisées, des périmètres urbains à l'intérieur duquel le développement doit être absolument consolidé. Et on interdit notamment dans les schémas et dans les règlements d'urbanisme l'ouverture de nouvelles rues à l'extérieur des périmètres urbains, tant et aussi longtemps que le noyau n'est pas complètement bâti. Donc, on voit que le gouvernement peut, dans ses orientations, prévoir des mesures très actuelles, dont la gestion des éléments urbains et la gestion de la santé publique sous différents aspects est visée à plein d'égards et pourrait également l'être eu égard aux différents types d'offres, que ce soit industrielles ou commerciales, par exemple, selon les différentes parties du territoire qui sont visées. Si on passe à la prochaine voilà. Donc, pour faire un petit résumé peut-être plus serré, comme on dit, la première approche qu'on préconise dans les 3 municipalités, qui sont des municipalités de témoins, a toujours été la même. C'est-à-dire que la première approche, c'était de leur expliquer pourquoi le préjugé, qui est un préjugé, je vous dirais, mal fondé, et qui est finalement un stéréotype, pourquoi on devait s'éloigner du préjugé que de zoner la malbouffe fait quelque chose d'illégal. Ce préjugé-là est basé sur la prémisse qu'on zone des menus, alors que ce n'est pas du tout l'offre ou ce n'est pas du tout l'orientation qu'on préconise. Personne n'est surpris de voir qu'on zone différents types de brasseries, qu'on zone différents types de bars, qu'on pense aux nombreuses déclinaisons en termes d'offres en bar, qu'il y ait des spectacles ou non qui soient offerts. Personne n'est surpris qu'on zone ça, et on ne parle pas de zonage de moralité à ce moment-là, ni de zonage vestimentaire. On parle de zonage d'utilisation comme tel, de type de bâtiment donné sur le territoire de la municipalité. Et personne ne remet en cause ça, alors qu'on remet en cause, pour des raisons de stéréotypes, le zonage de certains types de restaurants. Il y a beaucoup d'incompréhension d'une part, et il y a certainement certains lobbies qui font beaucoup de pression pour limiter ce type d'intervention-là, qui est maintenant monnaie courante ailleurs qu'au Canada. La première approche, je l'ai dit, c'est une discrimination d'usage. Le terme discrimination porte un certain fardeau, mais en matière d'urbanisme, la Cour suprême a reconnu déjà dans les années 50 que le zonage est organisé autour d'une discrimination organisée des usages. Donc, on ne discrimine pas les personnes, ni le type d'entreprise, mais on discrimine le type d'établissement qui va s'offrir, et ça, c'est autorisé non pas en fonction de la bannière, s'il y a un grand M doré ou s'il y a un colonel dessus, mais c'est fonction spécifiquement du type d'implantation, de la superficie en pieds carrés, des aménagements qui sont offerts, et notamment en fonction de la circulation qui est engendrée par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent. On s'entend que sur des petits bancs en plastique, on ne reste pas trop longtemps assis. Alors, on zone en fonction des caractéristiques propres de ce type d'offre alimentaire-là, qui est commandé ou qui passe par un type de construction donné. Pour l'instant, en tout cas. Donc, la classification des usages est le premier item. Lorsque Suzy parlait du lexique, on parle de classification des types de restaurants offerts, comme on parle des classifications des types de bars, par exemple, si on fait une analogie, classification des types d'industries, en fonction notamment des critères de performance, donc le type de pollution qui émane de l'industrie. On marche par pointage, tout simplement. Et moins elle est contaminante, je dirais, plus elle sera permise dans les secteurs urbanisés. On pense par exemple aux bureaux de technologie, les bureaux de Nortel, par exemple, étaient permis à Dorval ou à Ville-Saint-Laurent, pas très loin, en fait, des résidences, parce que c'était de l'industrie de haute technologie, qui n'a pas d'incidence sur l'environnement. Si on passe à la prochaine diapo, ce dont je faisais état en termes de critères de performance, de pointage, ce sont des exemples que Falmouth, par exemple, et que Concorde ont mis en place il y a déjà plusieurs années, qui est un régime plus complexe, qui est un régime, je dirais, un peu préhistorique dans notre monde, mais qui est toujours pertinent, mais plus complexe d'application. Donc, on va aller vers des choses qui sont plus simples. À la page 29 de la diapositive, on voit que
Donc, je vais passer à la page suivante, la page 29. En fait, on a déjà parlé de ça. Si on va à la page 30 plus tôt, on voit que, notamment, on parle des règlements normatifs, donc le zonage par zone. On parle également, en second lieu, de l'éloignement relatif des commerces similaires à l'intérieur des mêmes zones. Ça, on parle du contingentement dans une même zone. Donc, des quotas, ni plus ni moins. Si on veut permettre différents types de restauration dans certaines zones, on peut les permettre de plein droit, c'est-à-dire que quelqu'un qui ira à la ville pour avoir un permis l'aura, mais on peut également faire en sorte qu'on permet uniquement 3 ou 4 restaurants de type qu'on définira dans le lexique, de type fast-food par exemple, dans une zone donnée. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs au centre-ville de Montréal, dans l'arrondissement Ville-Marie, avec l'offre en boisson, par exemple. Si un restaurant Saint-Hubert Express veut s'ouvrir sur Saint-Denis et offrir et avoir un permis d'alcool, s'il n'est pas en droit acquis, il ne pourra pas s'ouvrir, tout simplement, s'il offre de l'alcool, parce qu'il y a beaucoup trop de permis à proximité. Donc, l'éloignement relatif entre deux restaurants ou entre des restaurants similaires. Si on passe à la prochaine slide, le contingentement des usages, donc ça c'est de limiter le nombre de restaurants qui peuvent offrir ce type d'offre-là. Donc on ne parle pas d'éloignement, mais on parle d'un nombre maximum par zone. Et si on passe à la prochaine diapo, page 32, on parle de règlement, page 32, pardon, oui, d'usage conditionnel. Et là, on voit que c'est des usages, des permis spéciaux qui seront conférés au cas par cas en fonction de l'intégration du restaurant dans son environnement bâti. S'il ne s'intègre pas, on octroie le permis. S'il s'intègre, on octroie le permis. On pense que ces usages conditionnels-là pourront être permis particulièrement dans des secteurs commerciaux déjà établis ou à l'intérieur de bâtiments commerciaux de type bureau, place Ville-Marie, par exemple, où il y a déjà des offres commerciales données et où l'offre alimentaire peut être variée. Page 32, donc c'est un résumé, ni plus ni moins, excusez-moi, page 33, pardon. Un résumé de ce qu'on vient de dire au niveau des règlements discrétionnaires, donc qui donne au conseil municipal la possibilité de gérer au cas par cas les demandes de permis qui lui sont faites, qui lui sont déposées selon le zonage normatif et le zonage discrétionnaire. Et à la page 34, on voit également qu'on a un résumé des différentes normes, des différentes possibilités qui sont offertes. Donc, c'est un résumé des options offertes, règlement normatif, prohibition d'usage principal, qui est le zonage de type restauration, l'éloignement relatif, donc un certain type de contingentement, le contingentement comme tel, qui est le nombre maximum d'usages similaires dans une même zone, et les normes relatives aux constructions et aménagements. Ça, c'est dans le contexte où on ne vise pas nécessairement l'usage comme tel, mais on vise des types d'implantation, des superficies maximales d'offres commerciales, des superficies minimales d'offres commerciales pour certains types de restaurants donnés. Ça se jouxte, ni plus ni moins, aux possibilités qui découlent des usages de type discrétionnaire, comme les usages conditionnels, qui sont également des possibilités. Donc, si on marche en résumant et en concluant, je pense que ça fait déjà un bout de temps que je m'exprime là-dessus, si on conclut, on pourrait dresser des cercles concentriques, je dirais, autour des écoles, de telle sorte à prohiber dans les zones immédiates l'offre alimentaire dans les restaurants de type formule, par exemple. On pourrait, dans le second cercle de zones, si on veut, permettre à titre conditionnel certains types d'usages de type restauration, qui seront jugés au cas par cas par le conseil municipal comme s'intégrant ou non, selon les critères qui sont prévus au règlement sur les usages conditionnels. Donc, c'est des possibilités qui s'offrent aux municipalités québécoises et canadiennes en général. Alors, on va aller à la prochaine acétate. Merci beaucoup, Marc-André. Merci. Alors, bon, maintenant qu'on a démontré qu'il était possible d'un point de vue légal et urbanistique, on va s'intéresser davantage à la dimension politique et fondée sur l'expérience qui a été menée. Alors, on présente ici la démarche d'implantation d'un règlement de ce type. D'abord, définir le territoire qui est visé avec une cartographie et aussi identifier à quoi pourrait se raccrocher cette mesure-là. Est-ce que c'est à la politique familiale, la politique de développement durable
aussi une révision du schéma d'aménagement, du plan d'urbanisme. Alors tout ça, ça peut être un levier finalement là, pour entreprendre une telle démarche. Dresser un portrait des écoles et de leur environnement. Encore là, bon, de aussi sonder à l'intérieur de l'école, observer. Nous, il y avait des étudiants qui ont observé là, lorsque la cloche sonnait le midi dans les écoles secondaires. Là, il y avait le petit train qui partait en direction du Subway ou du McDo à proximité. Et bon, pensant à Baie-Saint-Paul aussi, qu'il y avait la roulotte à patates frites juste à la sortie de l'école. Et à ce moment-là, ben, le fait de s'engager dans cette démarche-là de révision de la réglementation, ça a donné une opportunité pour aller parler justement aux fameux propriétaires de roulottes à patates et leur indiquer un nouveau lieu pour s'établir. Alors, sans même avoir réglementé, bien, il y a eu quand même un changement pour ce qui est de l'environnement là, autour de l'école secondaire de Baie-Saint-Paul, à titre d'exemple. Ensuite, bon, comprendre la réglementation en vigueur, jusqu'à quel niveau on est rendu. Aussi, dans certains cas, on faisait face à des municipalités qui venaient de vivre une fusion. Alors, il y avait une nécessité là, d'uniformiser la réglementation parce que, bon, les fameuses définitions, il y en existait une quantité assez impressionnante, tout dépendant là, de l'ampleur de la fusion. Mais à ce moment-là, c'est une belle opportunité aussi pour revoir de fond en comble la réglementation, les lexiques, et à ce moment-là, introduire là, la notion de règlement pour améliorer l'offre alimentaire autour des écoles. Ensuite, un élément essentiel, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'acceptabilité sociale, donc les appuis. Dans le cas de Gatineau, à titre d'exemple, on avait même le directeur général de la Chambre de commerce de Gatineau qui siégeait au sein du comité. Alors, ça, c'est extrêmement fort comme appui. Sinon, à Baie-Saint-Paul, on avait également là, le responsable là, la Chambre de commerce locale, ce qui ne s'appelait pas ici, puis c'était le développement de Baie-Saint-Paul. Alors, ça, c'était drôlement intéressant. Évaluation des options réglementaires, ça a été fait, je le mentionnais tout à l'heure, par le comité local, qui ne sont pas nécessairement des gens très au fait de l'urbanisme et du droit. Et j'aurais tendance à confier cette responsabilité-là à un sous-comité formé, par exemple, de l'avocat de la ville, l'urbaniste de la ville, et également des consultants externes, là, un avocat externe et un urbaniste externe pour les guider dans cette démarche-là, qui, eux, pourront à ce moment-là identifier là, des procédures de modification de règlement et pourront présenter le tout au comité et ensuite, pour que le comité y adhère, choisisse également là, sa proposition numéro 1 et puisse ensuite le présenter au conseil municipal. On va aller à la prochaine. Quand je parlais de l'appui de la population, on a, nous, mené un sondage avant et après. Il faut savoir que lorsque le projet a été annoncé, eh bien, ça a fait les manchettes. Ça a fait la première page là, du Soleil avec le titre Pas dans ma cour d'école, Baie-Saint-Paul s'attaque à la malbouffe à proximité des institutions scolaires. Mais toute cette couverture de presse-là a fait qu'on en a parlé davantage, puis ça a contribué à l'acceptabilité sociale. On remarque aussi que dans les 3 villes ciblées, on a mené le sondage auprès de 300 résidents, puis il y a eu quand même une évolution par rapport à l'appui de la population là, envers cette mesure-là, qui n'est pas très notable dans la Valtrie, qui peut s'expliquer par le fait qu'il y a moins de médias. Tandis qu'à Gatineau, le maire en avait parlé à la sortie du conseil municipal, avait fait énormément de radio, de télé pour parler du projet. Et également, le maire de Baie-Saint-Paul a été extrêmement actif là, dans les journaux de Québec, que ce soit le Journal de Québec, ou Le Soleil.
Et tout ça a sans doute contribué à ce que la population appuie l'idée là, de limiter l'implantation de restauration rapide autour des écoles. Pas se cacher qu'il y a eu quelques radios poubelles là, qui ont pris un malin plaisir à démolir le projet, mais bon, on en parle et ça fait avancer les choses. Alors, à tel point qu'on va aller à la prochaine acétate. En ce qui a trait à la Valtrie, c'est vraiment eux qui sont rendus les plus loin. Il y a eu un nouveau conseil municipal aussi qui a été élu en cours de projet. Ce qui n'est pas idéal, je vous avoue, pour ceux et celles qui entreprennent une telle démarche, je vous conseillerais fortement de débuter le processus alors qu'un nouveau conseil municipal est élu. On sait qu'il y aura des élections municipales à travers tout le Québec en novembre 2013. Et donc, à ce moment-là, ce sera sans doute le temps là, de débuter un processus de ce type-là. Donc, à la Valtrie, il y a eu un changement quand même important des élus. Toutefois, on avait la chance d'avoir un haut fonctionnaire municipal qui siégeait sur le comité et qui a assuré une belle transition avec le nouveau conseil. Et ce qui a permis quand même une adoption d'une résolution visant à interdire l'implantation de restaurants rapides autour des écoles dans un rayon de 500 mètres. Et aussi, ils ont revu le lexique qui avait été proposé là, par l'équipe locale, qui permettait finalement de distinguer les restaurants rapides, les dépanneurs, les autres types de restaurants. Et c'est comme ça qu'ils en sont venus à définir le type de commerce à interdire. Et là, la prochaine étape, ça va être de réviser le registre des droits acquis en fonction des orientations qui ont été retenues par le conseil municipal. Et on devrait, là, sous peu, voir approuver là, finalement le nouveau règlement. Alors, ils sont actuellement en train de le rédiger. Mais vous avez accès aussi sur le site web, sinon vous pouvez communiquer avec moi. Vous avez accès à l'extrait du procès verbal qui a été adopté par la ville de la Valtrie. Alors, pour ce qui est de Baie-Saint-Paul, la ville a décidé de mettre l'emphase sur une gestion optimale là, des usages liés à l'offre alimentaire autour des écoles. Donc, va aller de l'avant avec un règlement fondé sur les usages conditionnels. Il va prendre en considération ce règlement-là le souci de la ville de préserver la qualité architecturale de l'environnement urbain, mais aussi de faire la promotion de la saine alimentation des jeunes. Et c'est pourquoi ils ont aussi introduit des programmes dans l'école secondaire là, pour valoriser la saine alimentation. On pris part aussi au projet GOBTUSA. Et aussi, il y avait une dimension sur la promotion de l'économie agroalimentaire locale qui était très prioritaire, je dirais, dans le projet. Il y avait donc 3 éléments pris en compte. La qualité architecturale, donc préserver le patrimoine, aussi valoriser l'agriculture locale et bien sûr toute la question des saines habitudes de vie. Dans le cas de Baie-Saint-Paul, le maire était également membre du comité d'action locale, ce qui était assez exceptionnel et ce qui lui a permis aussi de suivre l'évolution des travaux tout au long là, des réunions. Enfin, Gatineau. Gatineau a aussi subi un changement de garde au sein du conseil municipal. Donc, au départ, l'élu qui était présent au sein du comité avait été engagé beaucoup dans le dossier du tabac. Donc, toute la question là, de l'intervention municipale en faveur de la santé publique en général, il était très sensible. On avait aussi une urbaniste qui était extrêmement engagée. On avait des réunions mensuelles et il y a eu 3 changements de garde aussi à la direction de l'urbanisme. Alors, ça a contribué à un ralentissement, je dirais, là, de l'engouement pour le projet. Et mais par contre, ils ont fait énormément de choses dans le domaine des saines habitudes de vie, tout particulièrement dans ce qui a trait au transport actif,
Par contre, en ce qui a trait à l'environnement alimentaire, le défi est important. 75 écoles sur le territoire avec des réalités complètement différentes. On avait des quartiers très urbains, d'autres beaucoup plus banlieues. Et donc, ça a été mis sur la glace en ce qui concerne Gatineau. Ce qui m'amène aux conditions de succès, je passerai à l'acétate prochaine. Donc, croire au bien fondé du projet, bien ça, vous allez dire, c'est bien normal, mais lorsqu'on a eu des dynamiques là, avec les différents comités, où on avait c'était exceptionnel l'engagement de tous ces acteurs-là. Ça a mobilisé près de 30 personnes sur plus de 2 ans. Et ces gens-là sont devenus finalement là, des porteurs de dossiers, des agents de changement. Toutefois, pour assurer, parce qu'il y a eu quand même un certain roulement, vous le vivez aussi dans vos organisations, lorsque vous siégez sur des comités, il y a des changements de garde. Il est important d'identifier un champion local qui va mobiliser les troupes, qui va aussi assurer une intégration des nouveaux membres de l'équipe, parce que bon, c'est un organisme qui est vivant, et donc les équipes évoluent, il y a de l'intérêt aussi qui se manifeste de certains acteurs de différents domaines. Donc, pour assurer leur intégration, c'est important d'avoir vraiment un leader qui est clairement identifié. L'autre enseignement, c'est que de travailler justement avec ces acteurs-là issus de différents milieux sur la réglementation, l'urbanisme, les règlements d'urbanisme, c'est beaucoup trop lourd et il y a donc un désintéressement de certains acteurs. Donc, ma recommandation serait plutôt de traiter ça en sous-comité, donc d'avoir un comité d'experts qui fait des recommandations au grand comité qui lui témoigne de la réalité locale. Et ensuite, bien sûr, ce comité-là va être en mesure d'y adhérer et de le défendre devant le conseil municipal. On va passer à la prochaine, 41. Donc, comme je le mentionnais, tenir compte de l'agenda des élections municipales. Parfois, bon, l'élection peut s'avérer une opportunité. Dans d'autres cas, c'est qu'on repart à zéro. Alors, étant donné que les élections s'en viennent prochainement, je conseillerais là, de peut-être commencer à sensibiliser les candidats aux élections municipales, surtout dans les quartiers qui sont en développement, sur cette option-là. Et ensuite, bon, une fois élus, dès le lendemain de l'élection, aller cogner à leur porte et leur proposer là, un cheminement de ce type-là. Aussi, identifier quelqu'un au sein de l'appareil administratif municipal. Parfois, bon, on a vu que c'était dans certains cas mené par la direction de l'urbanisme, dans d'autres, c'était la direction générale même de la ville. Alors, de s'identifier finalement un collaborateur à l'interne qui connaît la machine aussi et qui va assurer son cheminement. Donc, le prochain point, informer tout nouveau partenaire de l'ensemble des composantes du projet, c'est vraiment assurer une intégration là, des nouveaux acteurs et pas de prendre en compte, pas présumer qu'ils ont vécu là, tout le processus. Et bien sûr, tenir compte des réalités locales. Bon, pour plusieurs, c'est pas sorcier. Alors, écoutez, merci de votre intérêt pour la question. Je pense qu'on va pouvoir aller plus loin, préciser aussi, puis mieux adapter nos messages à votre réalité. Alors, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Vous avez aussi un questionnaire d'évaluation qui vous sera envoyé par courriel ou encore que vous pouvez télécharger. C'est très important d'y répondre. Il faut savoir que nous avons reçu un soutien financier pour l'organisation de ce webinaire-là et on doit témoigner, n'est-ce pas, aux bailleurs de fonds de l'appréciation des participants et donc nous vous remercions à l'avance de le compléter. D'ailleurs, parlant de bailleurs de fonds, peut-être je ferai mon petit mot tout de suite pour remercier la Ville de Baie-Saint-Paul et l'ensemble des acteurs, de même que ceux de Gatineau et la Valtrie, l'Association de la santé publique du Québec, le Réseau québécois Villes et villages en santé,
et surtout Québec en forme, l'Agence de santé publique du Canada qui a permis finalement la réalisation de la recherche-action au départ, ainsi que l'Agence de santé publique du Canada, la Fondation des maladies du cœur et le partenariat canadien contre le cancer qui a permis la diffusion de ce webinaire en français et on en aura un autre en anglais pour les acteurs là, des autres provinces cet après-midi. Alors,